Lorsqu'il disait « Ne riez pas, ne pleurez pas, mais comprenez », Spinoza ne proposait pas la froideur, l'apathie ou l'indifférence à l'égard de la vie. Il offrait la clé d'une véritable liberté intérieure, une liberté qui ne dépend pas d'applaudissements, d'excuses ou d'auto-justification constante. Comprendre, selon lui, est un acte de courage profond. Cela signifie regarder le monde, les gens et soi-même sans se perdre dans des réactions impulsives, sans laisser chaque vent extérieur dicter le cours de son existence. L'expression paraît simple, mais c'est comme un lac calme. Plus on plonge, plus on réalise que la profondeur est presque infinie. Ne riez pas. Ici ne signifie pas devenir sérieux. Il s'agit de ne pas utiliser l'ironie et le sarcasme comme bouclier pour cacher ses insécurités. Ne pleurez pas ne signifie pas réprimer ses émotions, mais plutôt ne pas laisser la douleur prendre le dessus sur son récit. Et comprendre n'est pas seulement un acte intellectuel, c'est une attitude de vie. C'est la décision de remplacer les réactions automatiques par la conscience. Imaginez un instant ce scénario. Vous êtes confronté à une critique injuste. La première réaction de la plupart des gens est de se mettre sur la défensive ou de riposter. Mais Spinoza invite à une approche complètement différente. Il dirait « Arrêtez-vous, respirez et essayez de comprendre, pas seulement la phrase prononcée, mais l'esprit et l'histoire de celui qui l'a prononcée. Ce faisant, vous changez la nature du dialogue, car vous ne vous battez plus pour gagner, mais pour comprendre. Et à cet instant, la liberté commence. Le courage d'être soi-même n'est précisément là. Lorsque l'on n'a plus besoin de façonner ses réactions pour se faire plaisir ou se protéger, on devient quelqu'un qui ne se perd pas dans des rires excessifs ou des larmes, symbole de montagne russe émotionnelle, mais qui trouve un terrain d'entente dans la clarté. Cette clarté ne vient pas du déni des émotions, mais du fait de ne plus se laisser entraîner par elles comme un bateau sans ancre. Pensez à notre mode de vie, entouré de normes et d'attentes sociales. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que pour être accepté, il faut entrer dans des moules. Ne sois pas trop sensible, ne sois pas trop sérieux, sois plus drôle. Habille-toi comme ça pour avoir confiance en toi. Le résultat est une version modifiée de nous-mêmes, constamment ajustée pour plaire aux autres. Spinoza propose une solution radicale. Et si, au lieu de modifier sa propre essence, on apprenait à la comprendre, et plus encore, à la vivre pleinement, sans complexe. Ce mouvement exige plus de courage qu'il n'y paraît. Car être soi-même ne se résume pas à dire ce que l'on pense ou agir à sa guise. Ces expressions, bien que populaires, peuvent même être une forme d'arrogance si elles ne sont pas accompagnées de conscience. Être soi-même, au sens spinozien du terme, est un acte de recherche profonde. Il s'agit de comprendre quelles pensées sont véritablement les nôtres et lesquelles ont été implantées par la peur, l'habitude ou une pression extérieure. C'est un travail d'archéologie émotionnelle, où l'on élimine couche après couche de conditionnement jusqu'à trouver le roc solide de sa propre essence. Et voici un point crucial. Comprendre ne signifie pas être d'accord. On peut parfaitement comprendre pourquoi quelqu'un agit d'une certaine manière et être pourtant en total désaccord avec cette position. Mais en comprenant, on se libère de l'impulsion réactive. Et cette libération est l'une des plus grandes réussites qu'une personne puisse accomplir. Pensez à tous les conflits personnels, familiaux ou professionnels qui auraient pu être évités si, avant de réagir, quelqu'un avait choisi de comprendre. Le courage d'être soi-même a aussi une subtilité. Il se manifeste non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est le moment où l'on dit non à une invitation sans chercher d'excuses. C'est quand on tient bon, même si l'on est minoritaire lors d'une réunion. C'est quand on assume ses goûts sans crainte d'être jugé, qu'il s'agisse de la musique que l'on écoute, du livre que l'on lit ou du style de vie que l'on choisit. De petits gestes d'authenticité qui, ensemble, construisent une vie de liberté. Bien sûr, il y a des risques. Plus on est authentique, plus on devient visible. Et plus on est visible, plus on est vulnérable au jugement des autres. Le courage est donc essentiel. Le courage de ne pas se conformer à des espaces trop étroits pour sa véritable forme. Le courage de comprendre que tout le monde n'applaudira pas votre essence. Et c'est normal, car l'applaudissement le plus précieux vient du silence paisible de sa propre conscience. La grande ironie
et qu'en se libérant de cette quête constante d'approbation, on devient plus capable de se connecter véritablement aux autres. Cela se produit parce qu'en cessant de réagir automatiquement, on crée un espace pour écouter, pour voir l'autre tel qu'il est, sans projeter ses propres insécurités. C'est un échange plus pur, plus authentique, moins teinté du besoin de gagner ou de plaire. Et ce type de relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, est ce que Spinoza appellerait une vie vécue selon la lumière de la raison. Et voici une métaphore. Vivre sa vie en essayant de plaire, c'est comme porter un masque tous les jours. Au début, on pense simplement se protéger. Mais avec le temps, on finit par oublier le visage qui se cache en dessous. Spinoza nous rappelle que la vie est trop courte pour vivre le visage caché, et que la compréhension de soi, des autres et du monde est le seul moyen de retirer ce masque sans crainte. Le plus fascinant dans cette approche, c'est qu'elle crée une sorte d'immunité émotionnelle. Non pas que vous deveniez insensible, bien au contraire. Vous devenez plus sensible à l'essentiel et moins réactif au bruit. C'est comme accorder un instrument. Vous n'éliminez pas tous les sons, mais vous distinguez ceux qui sont de la musique et ceux qui ne sont que du bruit. Et, avec le temps, vous apprenez à jouer votre propre mélodie, sans laisser les notes dissonantes du monde la déformer. Être soi-même, à la lumière de Spinoza, est un acte politique, philosophique et profondément humain. Cela signifie résister à la tendance à vivre en pilotage automatique et privilégier, chaque jour, la conscience à la réaction. Cela signifie accepter l'incompréhension tout en restant fidèle à son essence. Cela signifie comprendre avant de rire ou de pleurer, non pas pour éviter de ressentir, mais pour ressentir avec lucidité, sans se perdre dans le tourbillon. Et lorsque ce courage s'intègre à votre personnalité, un phénomène curieux se produit. Vous commencez à inspirer les autres. Non pas parce que vous tentez de leur enseigner directement, mais parce que votre présence devient un rappel vivant qu'il est possible de vivre avec intégrité. En ce sens, le courage d'être soi-même est contagieux, non pas au sens d'imposer, mais d'inviter. C'est la première porte de la méthode Spinoza. Remplacer la réaction par la compréhension, l'approbation extérieure par la clarté intérieure, la peur par l'authenticité. Une porte qui, une fois ouverte, révèle un chemin où chaque pas est moins une question de plaisir que de pleine existence. Et c'est précisément par cette porte que nous atteindrons le point suivant. Car, si le courage est le fondement, la véritable liberté ne s'obtient que lorsque nous apprenons à harmoniser nos désirs avec nos actes. Quand on entend le mot « liberté », on pense presque toujours à l'absence de restrictions. Pouvoir voyager quand on veut, choisir son travail, dire ce qu'on veut, c'est la vision la plus courante et la plus superficielle de la liberté. Mais pour Spinoza, la liberté n'était pas une question de choix extérieur, mais de cohérence interne. Il nous dirait que la véritable liberté ne consiste pas à pouvoir faire ce qu'on veut, mais à vouloir ce qu'on fait. Cette expression peut sembler un jeu de mots, mais elle cache toute une palette d'autonomie émotionnelle. Imaginez un instant que vous puissiez faire tout ce que vous voulez. Voyager, déménager, changer de travail. Pourtant, si vos choix sont guidés par des impulsions fugaces, par des désirs changeants au gré des circonstances, ou par la pression de devoir prouver quelque chose à quelqu'un, vous restez prisonnier. Prisonnier non pas de barreaux, mais de désirs désordonnés, qui changent de direction comme un bateau à la dérive sur une mer agitée. Pour Spinoza, la liberté est un état où nos désirs ne sont pas un caprice passager, mais l'expression de qui nous sommes vraiment. C'est lorsque nos actions naissent d'une profonde compréhension de nous-mêmes, et non de réactions impulsives ou du besoin de plaire. C'est comme si la boussole de notre vie n'était plus guidée par des forces extérieures, mais par une boussole intérieure inébranlable. Si dans le premier sujet nous avons parlé du courage d'être soi-même, nous abordons ici la conséquence naturelle de ce courage, vivre en harmonie. Et vivre en harmonie est plus rare qu'il n'y paraît. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire « oui » à quelque chose que vous ne vouliez pas faire, juste pour éviter un conflit? Combien de fois vous êtes-vous engagé dans un objectif simplement parce que les autres l'attendaient de vous? À chaque fois, la liberté nous échappe, silencieusement, sans même que nous nous en rendions compte. Spinoza nous rappelle qu'une telle vie est comme un fleuve qui coule sans connaître ni sa source ni sa destination. Elle peut même sembler libre parce qu'elle est en mouvement.
mais elle est à la merci des obstacles et des méandres de son chemin. La véritable liberté naît lorsque l'on sait d'où viennent ses désirs et où l'on veut les mener. Ce n'est pas une absence de limites. Au contraire, cela implique des choix clairs, et ces choix définissent le chemin. Et voici un point essentiel. Vouloir ce que vous faites ne signifie pas accepter passivement une situation, mais agir consciemment en conséquence. Par exemple, vous pourriez occuper un emploi qui n'est pas celui de vos rêves, mais choisir de le considérer comme faisant partie d'un projet plus vaste, en phase avec vos objectifs. Ce changement d'attitude transforme l'obligation en décision, et cette transformation change tout. Car lorsque vous vous considérez comme l'auteur et non comme la victime, le poids des circonstances s'atténue considérablement. Cette vision de la liberté dissipe également l'une des plus grandes idées fausses de la vie moderne, la quête incessante de plus d'options. Nous vivons à une époque où la multiplication des choix semble synonyme de liberté accrue. Mais combien de fois cette multiplication des options nous a-t-elle laissés plus confus, plus incertains et encore plus insatisfaits? Spinoza l'aurait parfaitement compris. Il dirait que la liberté ne réside pas dans le nombre de chemins disponibles, mais dans la clarté de savoir lequel a du sens pour nous, et surtout, dans l'engagement à le suivre. J'aime utiliser une métaphore. Imaginez un musicien devant un piano à 88 touches. Il peut jouer n'importe laquelle d'entre elles, dans n'importe quel ordre. Mais ce qui crée la musique, ce n'est pas la liberté de jouer n'importe quelle touche, mais le choix conscient des notes et de leur combinaison. La liberté qui crée l'harmonie exige de la concentration. Et cette concentration ne vient que lorsque l'on sait ce que l'on veut vraiment exprimer. Et nous entrons ici dans un domaine délicat. Pour vouloir ce que l'on fait, il faut d'abord savoir qui l'on est. Et cela nous ramène au premier point. Sans ce fondement, le désir devient une série de désirs contradictoires, tirant dans des directions opposées. Un jour, on aspire à la stabilité, le lendemain à l'aventure. Un instant, on recherche la reconnaissance, le suivant, l'anonymat. Il n'y a rien de mal à des changements de volonté, mais s'ils ne proviennent pas d'un noyau de conscience solide, ils deviennent un zigzag constant et sans direction. Spinoza nous met également en garde contre un ennemi subtil, la confusion entre liberté et rébellion. Nombreux sont ceux qui croient que faire le contraire de ce qu'on attend de moi est une preuve de liberté. Mais en réalité, cette attitude n'est qu'une réaction aux attentes extérieures, simplement inversée. C'est comme un miroir. Il modifie le reflet tout en restant attaché à l'image originelle. La véritable liberté ne réagit ni contre ni pour. Elle agit de l'intérieur. Et que se passe-t-il lorsqu'on atteint cet état? Quelque chose de puissant. L'anxiété diminue. Car l'anxiété naît souvent de cette oscillation entre des désirs contradictoires, de ce sentiment qu'il y a toujours quelque chose de mieux à faire. Quand on veut ce qu'on fait, le présent cesse d'être un obstacle et devient un territoire d'épanouissement. Cela ne signifie pas que l'on ne changera jamais de voie, mais que les changements cesseront d'être des échappatoires et deviendront des choix. Cet alignement entre vouloir et faire est aussi le fondement de la résilience. Lorsque la motivation vient de l'extérieur, tout obstacle paraît insurmontable. Mais lorsqu'elle vient de l'intérieur, l'effort cesse d'être un fardeau et devient une partie naturelle du processus. C'est comme un alpiniste qui escalade une montagne non seulement pour le sommet, mais aussi par passion. Même lorsque le chemin est difficile, chaque pas a du sens. Et c'est là toute la beauté de la pensée de Spinoza. Il ne nous vend pas une liberté idéalisée, sans défi ni sacrifice. Au contraire, il nous montre que la liberté exige de la responsabilité, et que cette responsabilité est le juste prix à payer pour vivre en cohérence avec soi-même. C'est comme échanger un passeport pour tous les pays du monde contre la clé de sa propre maison. La portée est peut-être plus restreinte, mais le sentiment d'appartenance est bien plus grand. Cette idée est libératrice, car elle nous libère du mythe selon lequel, un jour, lorsque les circonstances seront idéales, je serai libre. Spinoza nous invite à comprendre que la liberté se construit dans l'instant présent, dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque instant, et non dans le scénario idéal que nous projetons pour l'avenir. C'est comme s'il disait « Nul besoin d'attendre que les portes s'ouvrent. Choisissez simplement celle que vous voulez franchir, et franchissez-la. » Lorsque le courage d'être soi-même rencontre le désir d'agir, une force silencieuse mais inébranlable naît. C'est le genre de force qui n'a pas besoin de public, car les applaudissements sont déjà intégrés à l'acte.
Et c'est grâce à cette force que nous pouvons passer au point suivant. Comprendre que, pour préserver cette liberté intérieure, nous devons transformer notre propre savoir en un outil de libération émotionnelle. Pour Spinoza, la connaissance n'était pas une simple accumulation de faits, de données ou de théories. C'était avant tout un acte de libération. Il considérait l'ignorance comme une prison invisible et la connaissance comme la clé qui en ouvre les portes. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance. Il ne s'agit pas de mémoriser des dates historiques ou des formules mathématiques, mais de comprendre des causes. Selon lui, on ne se libère véritablement que lorsqu'on comprend pourquoi les choses sont comme elles sont, et pas seulement ce qu'elles sont. Cette différence peut paraître subtile, mais elle est énorme. Imaginez que vous soyez en colère contre quelqu'un. Savoir que vous êtes en colère, c'est simplement affirmer un fait. Mais comprendre pourquoi vous ressentez de la colère, peut-être parce que les actions de cette personne ont blessé une valeur profonde en vous, ou parce qu'elle a projeté sur elle quelque chose d'irrésolu en vous, change la donne. Soudain, la colère cesse d'être un feu incontrôlable et devient quelque chose que l'on peut comprendre et donc transformer. Cette transformation est au cœur de la libération émotionnelle. Tant que nous ne comprenons pas les causes de nos émotions, nous en sommes otages. Elles nous contrôlent et nous ne faisons que réagir. Mais lorsque nous parvenons à explorer, comprendre et nommer leurs racines, leur pouvoir sur nous diminue. Cela ne signifie pas cesser de ressentir, mais ressentir lucidement, sans se laisser emporter. Nous pouvons ici renouer avec ce que nous avons évoqué sur le courage d'être soi-même et la véritable liberté. Le courage et la liberté, sans compréhension profonde, finissent par s'user. C'est comme un bateau avec de belles voiles, mais sans boussole. Même avec un vent favorable, il ne sait pas où il va. La connaissance, au sens spinozien du terme, est cette boussole. Elle nous guide, mais nous apporte aussi la sérénité face aux tempêtes, car nous savons pourquoi elles éclatent. Prenons l'exemple de l'anxiété. Elle naît souvent de l'incertitude ou de menaces perçues, réelles ou imaginaires. Si nous n'en comprenons pas les origines, elle se propage comme de la fumée, nous étouffant sans que nous en sachions l'origine. Mais si nous investiguons et découvrons que cette anxiété provient d'une vieille peur, d'une habitude ou d'une attente irréaliste, quelque chose change. La fumée commence à se dissiper, car nous savons désormais où se trouve le feu. Et une fois que nous le savons, nous pouvons agir. Spinoza croyait que toutes nos émotions, peur, tristesse, joie, colère, amour, sont les effets de causes antérieures, aussi naturelles que la pluie qui tombe suite à la formation de nuages. Pour lui, il n'existe pas d'émotions mystérieuses ou inexplicables à y regarder de plus près. C'est là que sa philosophie aborde la thérapie, avec toutefois un détail crucial. La thérapie spinoziste ne se limite pas à soulager les symptômes, mais cherche à en comprendre et à en éliminer les causes. On peut considérer la connaissance comme une lumière. Dans l'obscurité, toute ombre ressemble à un monstre. Mais lorsque nous allumons la lumière, nous réalisons que l'ombre n'était qu'une chaise mal placée. Le monstre n'a jamais existé. C'est notre manque de vision qui l'a créé. C'est ainsi que fonctionnent nombre de nos peurs, de nos blessures et de nos insécurités. Dans l'obscurité de l'ignorance, elles apparaissent comme des menaces gigantesques. À la lumière de la compréhension, elles deviennent des obstacles concrets que nous pouvons affronter rationnellement. Mais Spinoza nous met en garde sur un point. La connaissance n'est pas passive. Il ne suffit pas de lire, d'écouter ou d'étudier. Il faut l'intégrer. Nous devons considérer notre propre vie comme un champ d'investigation permanent. Il soutenait que chaque émotion ressentie est une opportunité de connaissance de soi. Au lieu de se demander « Comment puis-je m'en débarrasser ?», interrogeons-nous plutôt « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Ce changement de perspective change tout, car il nous place en protagoniste de notre expérience émotionnelle et non en victime. Cette compréhension des causes nous protège également de la manipulation. Voyez à quel point l'ignorance nous rend vulnérables. Lorsque nous ignorons d'où viennent nos impulsions, il est facile pour les autres de les orienter. Publicité, politique, réseaux sociaux. Tous exploitent des désirs et des peurs dont nous ignorons parfois l'existence. Mais lorsque nous comprenons l'origine de ces impulsions, nous acquérons l'autonomie nécessaire pour décider de les suivre ou non. C'est toute la différence entre se laisser porter par le courant ou décider de ramer. Et voici l'un des passages les plus concrets
de la pensée de Spinoza. Il disait que la liberté émotionnelle n'est possible que lorsque l'intellect gouverne les passions. Il ne s'agit pas de réprimer ou de nier les sentiments, mais de les placer sous la lumière de la compréhension. C'est comme conduire une voiture. Si vous laissez la peur, la colère ou le désir prendre le volant, vous pouvez finir n'importe où, voire avoir un accident. Mais si vous laissez votre compréhension conduire, vos émotions restent dans la voiture. Elles ne décident simplement pas de la route. Cette posture d'investigation exige de la discipline. Il est facile de se laisser emporter par le feu de l'action, de réagir avant de réfléchir. Mais Spinoza nous invite à une pratique constante. Chaque fois que quelque chose nous touche intensément, arrêtons-nous et demandons-nous « Qu'est-ce qui a généré cela en moi ?» Cet exercice, répété jour après jour, commence à reprogrammer notre façon de ressentir. C'est comme remplacer les réactions automatiques par des réponses conscientes. Et voici le plus libérateur. Lorsque nous comprenons les causes, nous réalisons qu'une grande partie de ce que nous prenons personnellement n'a aucun lien direct avec nous. Une critique peut simplement refléter la frustration d'autrui. Une attitude grossière peut découler d'une mauvaise journée, et non d'une évaluation de notre valeur. Cette distance salutaire n'est pas de la froideur, mais de la clarté. C'est la capacité à ne pas porter de fardeaux qui ne sont pas les nôtres. À long terme, ce type de connaissance crée une chose rare, la sérénité face à l'imprévu. Car lorsque nous savons que tout a des causes, nous n'avons pas besoin de paniquer lorsque quelque chose nous échappe. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous nous demandons « Qu'est-ce qui a provoqué cela et comment puis-je en traiter les causes ou en gérer les effets ?» Ce changement d'attitude constitue un véritable bouclier émotionnel. Et il y a un effet secondaire positif. La compréhension engendre la compassion. Lorsque nous comprenons les raisons du comportement d'autrui, il est plus difficile de nourrir de la haine ou du ressentiment. Non pas parce que nous sommes d'accord, mais parce que nous percevons la logique interne qui a conduit cette personne à agir ainsi. C'est comme voir l'enfant effrayé derrière l'adulte agressif, non pas pour le justifier, mais pour comprendre que nul n'est cruel sans raison. Ce troisième pilier de la méthode Spinoza, transformer la connaissance en libération émotionnelle, nous prépare à l'étape suivante. Comprendre que, si nous ne comprenons pas nos attachements, nous tombons facilement dans une servitude déguisée. Après tout, une grande partie de nos souffrances ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de notre attachement à des idées, des personnes ou des choses que nous ne pouvons contrôler. Et c'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Pour Spinoza, la servitude ne se résumait pas à être sous le contrôle d'un tyran, d'un système politique ou de règles rigides. La servitude, dans son sens le plus profond, signifiait être asservi par nos propres affections et désirs. Ce n'est pas le monde qui nous enchaîne, c'est nous qui, en nous attachant aveuglément et au hasard à des choses, des personnes ou des idées, forgeons nos propres chaînes. Il a utilisé le mot « passion » pour désigner ces forces intérieures qui nous dominent. Contrairement aux actions guidées par la compréhension, les passions sont des réactions automatiques, nées de causes externes que nous ne comprenons pas toujours. Et lorsque nous nous accrochons à ces passions, surtout celles qui dépendent de circonstances indépendantes de notre volonté, nous nous plaçons dans une position de vulnérabilité constante. C'est comme confier les clés de notre foyer émotionnel à quelqu'un qui n'est pas toujours disposé ou capable d'en prendre soin. Pensez à toutes les fois où vous avez conditionné votre bonheur à quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Il peut s'agir de l'approbation de quelqu'un, de la réussite d'un projet, du maintien d'un statu quo ou même d'une routine. Lorsque l'attachement s'installe, votre paix intérieure cesse d'être la vôtre. Elle réside entre les mains de ce à quoi vous êtes attaché. Si la chose ou la personne change, disparaît ou échoue, votre paix intérieure disparaît avec. Spinoza considérait cette forme de servitude comme la plus dangereuse, car elle ne comporte aucune barrière visible. On peut se considérer libre, aller où l'on veut, dire ce que l'on veut, mais si notre humeur, nos décisions et même notre identité fluctuent en fonction de ce qui arrive à cet objet d'attachement, notre liberté n'est qu'apparente. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil. L'attachement n'est pas seulement émotionnel. Il peut être idéologique, moral, voire lié à l'image de soi. Nous pouvons nous accrocher à l'idée que nous nous faisons de qui nous croyons être, et toute menace à cette identité nous laisse sur la défensive et en proie à l'insécurité.
C'est comme un château construit sur du sable. Tout est mis en œuvre pour maintenir la structure debout, mais une marée plus forte suffit à la faire s'effondrer. Spinoza ne prônait pas le détachement au sens d'une froide indifférence ou d'un détachement émotionnel. Il ne préconisait pas de cesser d'aimer ou de se soucier des autres. Au contraire, il valorisait l'amour, mais un amour libre, né de la compréhension et non du besoin. Il croyait que nous pouvons entretenir des relations intenses sans que cette intensité nous asservisse. Pour y parvenir, nous devons troquer l'attachement contre l'appréciation. Apprécier, c'est profiter pleinement de quelque chose, sans conditionner notre bonheur à sa possession ou à sa permanence. On peut imaginer cela comme tenir de l'eau dans nos mains. Si on essaie de la serrer fort, elle s'échappe. Mais si on l'embrasse doucement, on peut la sentir, l'apprécier, et elle y restera aussi longtemps qu'il le faudra. L'attachement est le poing fermé, l'appréciation est la main ouverte. Cette compréhension exige également que nous affrontions la peur de la perte. Notre attachement découle en grande partie d'une peur silencieuse de perdre quelque chose. Spinoza disait que pour nous libérer, il faut accepter que tout est éphémère. Cette acceptation n'est pas du pessimisme, mais du réalisme. Et paradoxalement, en acceptant l'impermanence, nous pouvons vivre plus pleinement, car nous cessons de gaspiller notre énergie à tenter de figer ce qui, par nature, est en mouvement. Autre point important, l'attachement nous rend manipulables. Ceux qui savent ce qu'ils ne lâcheront pas, savent aussi comment agir. Cela s'applique aux relations personnelles, professionnelles et sociales. Un patron qui perçoit que son employé est attaché à un certain statut peut utiliser cela pour le maintenir dans des situations défavorables. Un partenaire qui perçoit que vous ne supportez pas l'idée d'être seul peut utiliser cette peur pour imposer des limites injustes. En ce sens, l'attachement est comme une carte qui révèle précisément où nos défenses sont faibles. Spinoza propose un antidote. Remplacer le désir aveugle par une compréhension rationnelle du désir. Cela revient à se demander « Pourquoi est-ce que je désire tant cela ? Qu'est-ce que je crois ressentir si je l'obtiens ou le perds ? Existe-t-il un autre moyen d'atteindre ce sentiment sans dépendre de quelque chose d'extérieur ? » Ce type de réflexion affaiblit les chaînes invisibles de l'attachement, car il met en lumière ce qui n'était autrefois qu'une simple pulsion. La grande leçon à retenir est que la liberté ne vient pas de l'élimination de tous les désirs, mais du choix de ceux qui en valent la peine et de ceux qui ne sont que des pièges. C'est comme cultiver un jardin. On n'arrache pas toutes les plantes, mais on supprime celles qui étouffent les autres. Ce faisant, on crée un espace pour une croissance saine. Cette approche transforme radicalement nos relations. Un amour sans attachement n'est pas un amour froid. C'est un amour qui respire, qui permet à l'autre d'être libre tout en restant volontaire. Une amitié sans attachement ne requiert pas une présence constante. Elle s'épanouit dans la confiance mutuelle. Même notre rapport au travail ou au projet change. Ils cessent d'être source d'anxiété et deviennent l'expression de notre identité. Et nous revenons ici à l'idée centrale de Spinoza. La servitude naît lorsque nous cédons la clé de notre paix à quelque chose que nous ne pouvons contrôler. L'attachement est précisément cet acte de soumission inconsciente. Se libérer ne signifie pas couper les ponts, mais récupérer la clé, afin que la porte de notre bien-être ne dépende plus de qui ou de quoi que ce soit d'extérieur. Ce quatrième pilier de la méthode Spinoza nous prépare à une étape naturelle. Si l'attachement est une prison, la véritable joie est un espace ouvert, un horizon sans mur. Et, pour Spinoza, cette joie n'était pas un plaisir passager, mais l'expansion de sa propre capacité à vivre. C'est ce que nous explorerons dans la section suivante. Pour Spinoza, la joie n'était pas une émotion triviale, qui va et vient comme un souffle de vent. Il la définissait comme le passage de l'homme d'une perfection moindre à une perfection plus grande. Autrement dit, l'accroissement de notre pouvoir d'agir. Cette définition peut paraître étrange à première vue, mais elle cache l'une des clés les plus puissantes pour vivre pleinement. Pour lui, la joie n'est pas un rire facile ou une euphorie qui s'estompe le lendemain. C'est le sentiment d'être plus vivant, plus capable, plus complet. C'est comme si chaque instant de joie véritable ajoutait une pierre solide à la construction de notre être, renforçant notre structure pour tout ce qui viendra. Et surtout, cette joie ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais de notre relation à nous-mêmes et au monde. Pour comprendre cette idée, imaginez que votre pouvoir de vivre
est comme une flamme. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, lorsque vous atteignez un objectif qui vous tient à cœur, lorsque vous établissez une connexion authentique avec quelqu'un, ou lorsque vous surmontez une peur, cette flamme grandit. Elle devient plus stable et plus lumineuse. C'est cette expansion que Spinoza appelle la joie. Non pas un plaisir qui consume et épuise, mais un plaisir qui construit. Ici, il établit une distinction cruciale entre joie et plaisir momentané. Le plaisir, selon lui, est toute expérience qui provoque un regain d'énergie ou de satisfaction, mais qui peut être suivi d'un sentiment de vide, voire de tristesse, lorsqu'il s'estompe. Pensez à une gourmandise excessive, à un achat impulsif ou à une ivresse pour oublier un problème. Le plaisir peut atteindre un pic, puis s'effondrer peu après. La vraie joie, en revanche, ne laisse pas de gueule de bois émotionnelle. Elle perdure, parce qu'elle est liée à quelque chose qui renforce son essence. Ce concept transforme radicalement notre façon de rechercher le bonheur. Dans le monde moderne, nous sommes conditionnés à confondre joie et divertissement, consommation ou stimulation constante. Nous courons d'une distraction à l'autre, cherchant à prolonger des sensations qui, par nature, sont fugaces. Spinoza nous invite à inverser la tendance. Au lieu de viser des sommets, cultivons les fondations. Et ces fondations se construisent par des actions, des choix et des relations qui accroissent notre potentiel d'existence. On peut le considérer comme un entraînement physique. Soulever des poids bien au-delà de ses capacités peut procurer un sentiment de défi immédiat, mais cela peut aussi entraîner des blessures. Le véritable progrès vient d'une augmentation progressive et régulière de la force. Il en va de même pour la joie. Elle grandit lorsque nous cultivons des habitudes et des expériences qui nous rendent plus capables d'agir consciemment, créativement et librement. Cette perspective modifie également notre façon d'affronter les difficultés. Spinoza ne niait pas que la vie soit pleine de souffrances, de pertes et de frustrations, mais il croyait que même les moments difficiles peuvent être source de joie s'ils sont vécus comme des occasions d'épanouissement. Pensez à un moment où vous êtes confronté à un défi qui semblait insurmontable. L'effort est ardu, parfois douloureux, mais en surmontant cette épreuve, vous avez le sentiment d'être devenu plus grand qu'avant. C'est une forme de joie profonde, même si elle est teintée de larmes. Cette joie spinozienne est donc active. Elle ne s'impose pas comme une fatalité, elle se construit. Et cette construction implique des choix conscients. Choisir de s'entourer de personnes inspirantes, choisir de consacrer du temps à des projets porteurs de sens, choisir de cultiver son corps et son esprit, choisir de vivre en harmonie avec ses valeurs. Chacun de ces choix est comme une bouffée d'air frais dans la flamme. Et il y a un détail qui rend cette idée encore plus transformatrice. Pour Spinoza, la joie est contagieuse. Lorsqu'une personne vit d'une manière qui développe son potentiel, cette énergie se propage à son entourage. Nul besoin de discours motivants. La simple présence communique la vitalité. C'est comme si l'expansion de l'un devenait le carburant de l'expansion de l'autre. Cette vision nous protège également d'un piège courant. Croire que la joie vient de l'extérieur et que nous ne pouvons que la recevoir. Pour Spinoza, la vraie joie est le fruit d'une rencontre entre le monde et notre capacité intérieure à y répondre. C'est comme la lumière du soleil. Elle existe, mais elle n'illumine véritablement que si elle reflète quelque chose. Si nous sommes fermés, distraits ou prisonniers d'attachement, la lumière passe sans nous atteindre. Et voici une métaphore simple. Imaginez deux verres d'eau, l'un propre, l'autre impur. Si nous les plaçons tous les deux sous la lumière, le verre propre brille, l'autre non. Il en va de même pour la joie. Le monde offre d'infinies possibilités d'expansion, mais nous ne les percevons et ne les absorbons que lorsque notre esprit et notre cœur sont suffisamment clairs pour les accueillir. Cette conception de la joie est également profondément éthique. Pour Spinoza, vivre dans la joie est non seulement bénéfique pour soi-même, mais aussi pour la communauté. Une personne joyeuse, au sens le plus profond du terme, ne ressent aucun besoin de rivaliser, d'humilier ou d'exploiter. Au contraire, elle cherche à créer des environnements et des relations qui renforcent également le potentiel de vie des autres. C'est pourquoi, pour lui, la joie est un état moralement supérieur à la tristesse, car elle renforce et non diminue le pouvoir de tous. Mais il y a un défi. Si la joie est expansion, la tristesse est contraction.
et nous nous retrouvons souvent pris au piège de cycles de contraction, car nous confondons ce qui nous renforce réellement avec ce qui nous distrait. C'est là que nous avons besoin de vigilance et de clarté, les mêmes qualités que celles que nous avons explorées dans les sujets précédents. Car il n'y a pas de joie stable sans courage, liberté et connaissance. Et c'est précisément ici que la pensée de Spinoza nous conduit à une étape suivante inévitable. Si la joie est expansion et la tristesse contraction, l'un des plus grands ennemis de cette expansion est la peur. La peur déforme la réalité, réduit notre pouvoir d'agir et nous enferme dans des versions réduites de nous-mêmes. Et c'est de la manière de dissoudre cette peur que nous allons maintenant aborder. Pour Spinoza, la peur est l'une des émotions les plus limitantes qu'un être humain puisse éprouver. Non pas parce qu'elle est toujours infondée, après tout, il existe une peur saine, celle qui préserve la vie face aux dangers réels, mais parce que, le plus souvent, elle n'est non pas de fait, mais de projection. C'est une construction mentale qui, laissée sans examen, crée des réalités imaginaires plus oppressantes que la réalité objective elle-même. La peur, en ce sens, est comme une lentille voilée qui déforme tout ce que nous voyons. Elle exagère les menaces, invente des dangers inexistants et diminue notre perception des ressources internes et externes. Lorsque la peur règne, nous commençons à agir non pas en fonction de ce qui est, mais de ce que nous pensons être pire. Et cette logique nous emprisonne avant même que toute menace réelle ne se matérialise. Spinoza comprenait que la peur est, par essence, une forme de tristesse projetée sur l'avenir. C'est comme si nous nous disions « quelque chose de mauvais va arriver et je ne pourrai pas le gérer ». Cette hypothèse est en soi une prison émotionnelle, car elle nous place en victime anticipée. Nous perdons le pouvoir d'agir avant même d'entrer sur le terrain. Le problème fondamental réside dans le fait que, pour le philosophe, tout dans la nature, y compris nos émotions, a des causes. La peur ne surgit pas de nulle part. Elle naît d'expériences passées, de nos interprétations, et souvent d'un manque de connaissance de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Cela signifie que, comme tout autre affect, la peur peut être étudiée, comprise, et dans une certaine mesure, dissipée par la raison. Une métaphore simple peut vous aider. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre et que vous apercevez une silhouette dans un coin. Votre corps réagit, le cœur s'emballe, les muscles se contractent. Mais lorsque vous allumez la lumière, vous réalisez qu'il ne s'agissait que d'une pile de vêtements. La peur n'était pas causée par la pile, mais par l'absence de lumière qui entravait la compréhension. Dans la vraie vie, allumer cette lumière est le rôle de la compréhension. Enquêter sur l'origine de la peur, jusqu'à ce qu'elle perde son caractère nébuleux. Spinoza nous invite à nous poser des questions dès que la peur surgit. De quoi ai-je peur exactement? Quelle est la probabilité réelle que cela se produise? Et si cela se produit, de quelles ressources dispose-t-on pour y faire face? Ces questions ne sont pas de simples exercices intellectuels. Elles reprogramment l'esprit pour le faire sortir du domaine de l'imagination catastrophique et l'amener à l'action consciente. Sa philosophie présente un aspect intéressant. Spinoza ne croyait pas au libre arbitre au sens absolu. Pour lui, nos actions résultent d'un enchaînement de causes. Cela signifie qu'en comprenant ces causes, nous pouvons réorienter notre comportement et nos émotions. La peur perd de son pouvoir lorsqu'elle est ramenée au domaine de la nécessité naturelle, lorsque nous comprenons qu'elle est une réaction à quelque chose de précis, et non une vérité absolue sur l'avenir. Mais il y a un piège. La peur est aussi un outil de contrôle social. Les gouvernements, les religions et les entreprises, tout au long de l'histoire, l'ont exploité pour maintenir les individus dans la soumission. La peur du châtiment divin, la peur de la pauvreté, la peur de l'exclusion sociale. Toutes ces peurs freinent l'action authentique. Spinoza, persécuté et excommunié pour ses idées, connaissait de première main le prix à payer pour affronter ces peurs. Mais il savait aussi que vivre prisonnier d'elles est une forme de servitude encore plus cruelle que l'attachement. Il propose un antidote simple, mais radical. Remplacer la peur par la compréhension rationnelle et la confiance en sa propre capacité d'agir. Il ne s'agit pas de nier les risques, mais d'évaluer clairement les enjeux réels. C'est comme troquer la panique contre la préparation. Lorsque nous nous préparons, la peur se transforme en respect de la situation. Et le respect est un affect actif et non paralysant. La peur déforme la réalité car elle nous pousse à nous concentrer uniquement sur les menaces, ignorant les opportunités.
C'est comme si nous étions devant une fenêtre dont la moitié du verre serait peinte en noir. Nous ne voyons que la partie sombre et oublions qu'il y a de la lumière de l'autre côté. En comprenant cette distorsion, nous pouvons consciemment élargir notre champ de vision. Et souvent, nous réalisons que la menace n'est pas aussi grande qu'elle le paraissait, ou que nous disposons de plus de ressources que nous l'imaginions pour y faire face. Ce changement de perspective est libérateur. Prenons l'exemple de la peur de l'échec. Combien d'idées restent inachevées? Combien de projets ne voient jamais le jour à cause de ce spectre? Mais qu'est-ce que l'échec, sinon une étiquette que l'on donne à un résultat différent de celui escompté? En comprenant cela, nous comprenons que l'échec fait, en pratique, partie intégrante du processus d'apprentissage. Cette compréhension nous libère de son pouvoir paralysant. Autre exemple, la peur de perdre quelqu'un. Cette peur, si humaine, est aussi le reflet de l'attachement dont nous avons parlé dans le sujet précédent. Lorsque nous acceptons l'impermanence et comprenons que la valeur d'une relation réside dans l'instant présent et non dans la garantie d'une durée éternelle, la peur perd son poids étouffant. Elle se transforme en attention et en présence, et non en anxiété. Le point central est que, pour Spinoza, la peur est toujours une invitation à l'introspection. Si elle apparaît, c'est parce que nous n'avons pas pleinement compris quelque chose, que ce soit à propos du monde ou de nous-mêmes. Dissoudre la peur n'est pas un acte instantané. C'est un processus d'investigation patiente, exigeant courage, connaissance et volonté d'affronter des vérités dérangeantes. Et c'est peut-être là que réside le plus bel aspect de cette pensée. En affrontant clairement nos peurs, nous devenons plus disponibles à la vie. C'est comme si, en renonçant au besoin de contrôler chaque menace, nous ouvrions un espace pour vivre des expériences plus vastes, plus riches et plus authentiques. Et cela nous amène naturellement au point final de cette méthode. La paix qui naît de la compréhension, synthèse de tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Pour Spinoza, la véritable paix ne réside pas dans l'absence de conflits extérieurs, ni dans une trêve temporaire entre des périodes de tension. C'est un état intérieur qui apparaît lorsque l'esprit comprend l'ordre de la réalité et l'accepte comme nécessaire. Il ne s'agit pas de résignation, mais de clarté. C'est lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est et commençons à agir avec lucidité au sein de ce qui existe. L'essentiel ici est de comprendre que la paix ne dépend pas de circonstances idéales. Les circonstances idéales sont rares, et même lorsqu'elles se présentent, elles ne durent pas. La paix de Spinoza résiste au chaos car elle n'est pas ancrée dans des conditions extérieures, mais dans la façon dont nous les interprétons et y réagissons. C'est une paix qui survit à la perte, au changement et à l'incertitude, non pas parce qu'elle est immunisée contre la douleur, mais parce qu'elle comprend que la douleur fait partie intégrante de l'existence. Cette paix naît de la compréhension pour une raison simple. Lorsque nous comprenons les causes d'une chose, nous cessons d'en être victimes. Par exemple, si vous comprenez qu'une tempête est le résultat d'un phénomène météorologique et non d'une malédiction personnelle, vous pouvez vous protéger, patienter et agir avec prudence plutôt que de désespérer. Comprendre ne change rien à la réalité, mais cela transforme radicalement votre expérience. Cette même logique s'applique aux relations humaines. Lorsque nous comprenons que quelqu'un a agi agressivement parce qu'il était plongé dans sa propre souffrance ou son ignorance, nous n'avons pas besoin de riposter pour nous sentir entiers. Nous pouvons réagir avec fermeté, mais sans rancune. C'est cela la paix. Ce n'est pas la passivité, mais la liberté face à la provocation. Spinoza considérait l'esprit humain comme partie intégrante de l'ordre naturel. Tout comme un fleuve coule vers la mer et les plantes poussent vers la lumière, nous agissons nous aussi selon notre nature. Un conflit intérieur surgit lorsque nous ne comprenons pas cette nature, ou lorsque nous tentons de nier les lois universelles qui régissent tout. Au lieu de nager à contre-courant, la compréhension nous apprend à utiliser la force du courant à notre avantage. Cette idée peut paraître presque utopique, mais elle est profondément concrète. Pensez à l'énergie que nous dépensons à tenter de changer l'incontrôlable, la volonté d'autrui, les circonstances passées, le temps qui ne reviendra pas. Lorsque cette énergie est libérée, parce que nous acceptons l'irréversible et agissons uniquement sur ce qui est à notre portée, un immense espace s'ouvre en nous. Cet espace est la paix. La paix naît aussi de la cohérence intérieure. Lorsque le courage, la liberté, la connaissance, le détachement, la joie et l'intrépidité s'harmonisent,
l'esprit cesse de livrer des batailles intérieures incessantes. Il n'y a plus de conflit entre qui je suis et ce que je pense devoir être, ni entre ce que je veux et ce que je fais. Cette unité intérieure est l'un des plus beaux cadeaux que la compréhension puisse offrir. Pour Spinoza, vivre selon la raison, c'est vivre en accord avec la nature, non pas au sens de retourner dans des grottes ou des forêts, mais en harmonie avec la logique qui imprègne toute chose. Il croyait que la raison nous relie à ce qu'il appelait Deus sive natura, Dieu ou la nature, la totalité infinie de la réalité. En comprenant que nous faisons partie d'un ensemble plus vaste et ordonné, même si nous n'en saisissons pas tous les détails, nous éprouvons un profond sentiment d'appartenance. Et l'appartenance est un terreau fertile pour la paix. Cette paix n'est pas neutre. Elle engendre l'action. Une personne en paix agit avec plus de clarté, car elle n'a pas besoin de réagir par impulsion, peur ou vanité. Elle choisit, et ses choix sont plus précis. C'est comme un archer qui décoche une flèche sans trembler, non pas parce que sa main est naturellement stable, mais parce que son esprit est calme. Un autre effet de cette paix est la réduction des souffrances inutiles. La souffrance est inévitable, perte, maladie, limitation. Mais une grande partie de ce que nous ressentons comme souffrance est amplifiée par notre résistance à la réalité. Lorsque nous cessons de nous créer des histoires mentales qui augmentent la douleur, « ça n'aurait pas dû arriver »,« je ne méritais pas ça »,« je ne m'en remettrai jamais », nous découvrons que nous pouvons surmonter les difficultés avec plus d'aisance. Comprendre permet de se libérer du poids superflu, et peut-être le plus beau dans tout cela. Cette paix est vaste. Plus une personne y vit, plus elle influence son environnement. Tout comme la joie spinoziste est contagieuse, la paix l'est aussi. Elle se manifeste dans le ton de la voix, dans la patience d'écouter, dans l'absence d'hostilité gratuite. Et ce genre de présence transforme les conversations, les relations et même les décisions collectives. En fin de compte, pour Spinoza, la paix née de la compréhension n'est pas la destination finale, mais un état qui permet de continuer à vivre lucidement et librement. C'est comme atteindre un niveau suffisamment élevé pour voir clairement l'horizon et de là, choisir de nouveaux chemins sans craindre de se perdre. C'est pourquoi la méthode Spinoza, que nous abordons du 1er au 7e point, n'est pas une succession d'étapes isolées, mais un cercle vertueux. Chaque élément renforce l'autre. Le courage d'être soi-même renforce la liberté de vouloir ce que l'on fait. La liberté est soutenue par la connaissance. La connaissance dissout l'attachement. Le détachement fait place à la joie. La joie réduit la peur. Et l'absence de peur solidifie la paix. Et cette paix, à son tour, alimente le cycle tout entier.